Donc on va commencer par une analyse de la texture. Donc la texture, on va essayer d'évaluer le pourcentage, prenez un bout de sol, n'hésitez pas, hein, le pourcentage de limon, d'argile et de sable. Donc c'est probablement un sol où il n'y a pas beaucoup d'argile. On va voir. Voilà. Et là, tout de suite, quand vous prenez cette terre dans les mains, vous sentez qu'elle grince un peu. Vous amenez près de l'oreille là. Vous sentez que ça crispe. Et sous les doigts, ça crispe un petit peu. Donc là, il y a du sable dans ce sol, c'est sûr. Donc ça, c'est sur la partie texture. De mémoire, on est à moins de 20% d'argile. Ouais, bah c'est ça. Donc sur la partie test du boudin, on va dire si vous arrivez sur une terre relativement humide à faire un boudin, donc ce que j'arrive pas à faire, c'est que vous êtes environ à 20% d'argile. Donc là, j'arrive pas à le faire, donc je suis probablement à 20 ou un peu moins. Voilà. Et si vous arrivez à fermer le boudin, vous êtes en gros au moins à 35, quoi. C'est ça à peu près les ordres de grandeur. Voilà, l'intérêt de connaître sa texture, c'est que notamment on va tout de suite déjà apprécier deux choses. C'est la capacité du frigo. Donc sur des sols argileux, on a un frigo qui est grand, et sur les sols sableux, on a un frigo qui est petit. Et du coup, c'est pas grave d'avoir un petit frigo, mais il faut le savoir, parce que quand on a un petit frigo, on va faire les courses plus souvent. Et du coup, notamment sur les engrais, mais aussi sur l'eau. C'est-à-dire que sur un sol argileux, il y en a qui nous disent « Ah non, non, moi mes tomates, je les arrose une fois par semaine ». Et en fait, on va chez le voisin qui est sur sol sableux et qui le regarde en disant « Mais jamais de la vie, moi, il faut que j'arrose tous les jours ou tous les 2 jours ». Et du coup, ça va notamment jouer beaucoup sur les cycles de l'eau et la nécessité d'arroser. Voilà, ensuite, toujours dans la description du type de sol, avant de s'attaquer au profil véritablement lui-même, c'est bien de connaître le pH, le statut calcaire. Bon, là, pas vous tourner autour du pot très longtemps, hein. On est sur un sous-sol ultra calcaire avec des traces blanches partout dans le profil. Et donc on est sur un sol super calcaire, probablement ultra saturé en calcaire. Si vous avez un doute chez vous, hop, prenez un peu d'acide chlorhydrique, c'est super simple. Vous le faites sur un bout de sol. Hop, on va le faire là-dessus par exemple. Hop. Voilà, donc c'est calcaire. Et vous pouvez aussi regarder la roche-mère. Hop, donc là on est tapé dans la roche-mère avec la pelleteuse. Et donc on a sorti carrément des grosses dalles là. On est tapé vraiment dans la roche. Et c'est pareil, vous pouvez regarder la roche-mère. Voilà, donc ça c'est que du calcaire. Donc ça c'est la roche-mère, donc c'est plus du sol. On est dans le sous-sol. Et du coup en gros, ben voilà, vous avez 1 mètre utile en gros, hein, ordre de grandeur. 1 mètre de sol, donc c'est pas nul. On n'est pas sur les limons profonds de la Beauce, mais 1 mètre de sol, il y a largement de quoi entretenir une super fertilité et faire quelque chose qui fonctionne super bien. Si vous avez 20 ou 30 cm de sol avant d'avoir la même chose, là c'est plus la même, hein. En termes de réserve utile l'été quand il va faire chaud et que les racines elles aimeraient bien pouvoir aller en profondeur, aller chercher de la fraîcheur et que là elles ne pourront pas le faire. Et en hiver où vous êtes inondé, vous avez des gros épisodes et vous avez que ça pour éponger l'excès d'eau et du coup vous retrouvez les pieds dans l'eau et les cultures qui crèvent. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du maraîchage sur des terres plus superficielles, mais c'est quand même beaucoup moins pratique, quoi. Hop. Voilà, j'aurais envie de classer pour moi ce profil de sol en à peu près 3 parties, comme ça. Ensuite, on a un aspect granulométrique. La question c'est est-ce que le sol en haut c'est le même qu'en bas? Est-ce que j'ai tout d'un coup quelque chose qui en termes de profil va de plus en plus vers le sable ou de plus en plus vers l'argile, ou est-ce que c'est pareil en haut et en bas? Donc là je regarde, je fais un peu les mêmes tests. Donc là tout de suite c'est quelque chose qui grince encore, j'ai du mal à en faire un boudin. Et au fond, c'est un peu plus humide. Pour la simplicité de ce profil, on peut considérer qu'on a quelque chose d'homogène en termes de texture. C'est important de le savoir parce que ça va vous donner les caractéristiques de votre sous-sol. Est-ce que vous avez un sous-sol qui est drainant ou est-ce que vous avez un sous-sol qui est asphyxiant? Et ça c'est important de le savoir. Si vous avez un sous-sol qui est drainant, par exemple, vous êtes sur un limon argileux et tout d'un coup, hop, vous avez une autre couche qui apparaît, une autre couche géologique et c'est du sable. Ou vous avez des graviers. Vous avez quelque chose qui est très différent et qui va être drainant, c'est-à-dire que l'eau va avoir tendance à traverser cette couche pour aller rejoindre les nappes. Et donc là, vous pouvez vous dire que vous êtes dans des conditions qui sont assez bonnes
dans le sens où vous n'allez jamais avoir vos horizons de surface qui vont être asphyxiés parce que le fond il est complètement sous l'eau. Non, le fond il draine et du coup ça s'échappe et vous allez avoir un sol qui reste relativement les pieds au sec. Et donc en hiver vous pouvez avoir des grosses pluies et c'est pas le fond qui va vous asphyxier. C'est pas mal de connaître un peu, savoir s'il y a un gradient de texture dans votre profil de sol, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, on a parlé d'humidité. Ici le sous-sol il est plus humide que la surface, mais je ne suis pas du tout sur quelque chose de trempé. Bon, il n'a pas forcément énormément plu là, ces derniers mois, mais on voit bien qu'on est sur un sous-sol sain, on n'est pas du tout dans l'eau. Et ça c'est super important de le savoir, notamment pour les conditions d'hiver. Est-ce que vous allez mettre vos légumes dans des conditions où ils vont être plus ou moins en asphyxie racinaire, ou au contraire, est-ce qu'on est comme ici dans un profil très sain et très drainant où vous n'allez pas du tout avoir d'accumulation d'eau? Et ça se regarde vraiment en fin d'hiver pour le savoir. Donc en fait c'est le meilleur moment là de l'année pour savoir si vous avez ou pas une nappe affleurante et si vous avez tout simplement de l'eau qui remonte. Et c'est important de savoir à quelle hauteur quelle est la hauteur maximale de la nappe d'hiver. Si vous avez une nappe qui est, on va dire, allez, ici, vous pourrez quand même faire pousser des légumes en étant un peu sur but, en faisant un petit peu attention, pas de problème. Si votre nappe d'hiver elle monte là et que là c'est de l'eau, là ça commence à devenir compliqué pour faire du maraîchage. On va parler maintenant un peu de structure des différents horizons. L'idée c'est d'évaluer comment sont agencés les grains de terre entre eux dans le profil. Donc on commence par la surface où on voit que on a une structure donc, qui est relative au travail du sol en fait, extrêmement soufflée. Et donc le couteau rentre avec aucune difficulté et on a ce qu'on appelle un couscous hein, dans la terminologie des agriculteurs du dimanche. Avec quelque chose, quand je le prends dans les mains, qui ne se tient pas du tout, je ne peux pas sortir de motte véritablement, on est sur quelque chose de complètement soufflé. Si vous regardez vraiment de près, vous voyez la structure, c'est plein de microbilles. Des toutes petites boules là, qui sont extrêmement rondes. Et ça, c'est du travail de bactéries. Donc c'est une structure qu'on appelle grumeleuse, qui est faite par les bactéries du sol. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la graminée là, elle a une structure qu'on appelle fasciculée, donc on voit très bien ici. Bon, en l'occurrence, ça c'est la veste avec les nodosités, je vous le montre juste après. Hop, donc fasciculée, donc avec beaucoup de racines de surface. Et ces racines-là, elles émettent des sucres. Et ces sucres-là nourrissent des bactéries. Et c'est ces bactéries qui font cette structure-là du sol. Et donc ça, c'est une structure, on va dire, typique du dessous d'une graminée. Quand vous tirez une motte et que vous avez une prairie, c'est extrêmement riche en bactéries et dans ces petites boules qui sont extrêmement stables pour le coup vis-à-vis des intempéries, etc. Donc là on est sur une forte stabilité structurale et une structure qui est soufflée, très favorable à la vie du sol parce que très oxygénée et à l'implantation des cultures. Et là je sors des mottes. Je vais faire passer. Donc on n'est plus sur un couscous, on est sur la production de mottes là. Alors il y a aussi une plus grande densité en cailloux, mais là j'ai vraiment du mal à rentrer le couteau là. Alors qu'ici, ça rentre, je pourrais presque rentrer la main quoi. Ici, là c'est vraiment dur là. Et ensuite on arrive sur une troisième partie où ça reste un peu dur, mais moins. J'arrive quand même à rentrer le couteau dedans. Et ça produit quand même des mottes comme ça, voilà, mais qui sont assez différentes de celles que je viens de vous passer. La question c'est déjà le comportement de la matière organique dans les différents horizons. Donc en surface, on a vu qu'elle s'était un petit peu accumulée, mais je ne vois pas trop de débris organiques. Donc on est sur quelque chose de relativement bien décomposé. Ce que je vous disais tout à l'heure, les sols sableux, c'est des sols qui brûle assez bien la matière organique et donc on a une relative difficulté à retrouver des débris organiques puisqu'ils ont été en partie
décomposés. Par contre, alors je vais essayer de vous les retrouver parce que tout à l'heure en nettoyant le profil de sol, voilà, j'en ai vu. Vous voyez qu'il y a des bouts très noirs en surface là. Vous voyez comme une sorte de bout de charbon là. D'accord. Voilà. Là c'est carrément des bouts de matière organique, c'est des bouts de bois si vous voulez, mais qui sont au fond du sol et qui n'ont pas bougé si vous voulez. Si dans votre sol vous en avez vraiment beaucoup, que vous avez une accumulation de traces noires en surface, ça veut dire que vous avez un problème soit de vie du sol, soit d'oxygénation, et en fait la matière organique en profondeur à un moment elle ne se décompose pas et il se passe quelque chose finalement qui empêche que ça se dégrade et que ça se transforme complètement en humus. Et du coup ça c'est un bon indicateur potentiellement d'inondation, ou alors de problèmes de fertilité globale et notamment d'activité biologique. C'est des choses qu'on peut voir assez souvent en vigne. Vous creusez en vigne et vous trouvez des racines de vigne franchement elles ont l'air d'avoir, c'est la vigne il y a 2 générations quoi. Et vous voyez que c'est des racines de vigne, vous dites là on est sur une jeune plantation et je retrouve des bouts comme ça, c'est forcément la vigne d'il y a 30 ans. Et cette vigne là, elle n'a pas bougé et le sol il n'a pas du tout décomposé ça. Parce qu'il y a un problème d'activité biologique qui n'est pas assez actif pour dégrader le truc. Et donc ça c'est aussi des bons indicateurs pour voir à quels horizons vous pouvez retrouver ce genre de choses là. Maintenant qu'on a décrit un peu les différents horizons, c'est celle de la connexion ou de la déconnexion entre les différents horizons. Et donc pour ça vous avez plusieurs indicateurs. Le premier indicateur c'est les racines. Donc là on voit que relativement en profondeur on trouve quand même pas mal de racines. Moi quand je vois ce profil là je me dis bon, il y a quand même une certaine connexion entre le haut et le bas puisque je retrouve quand même des racines en profondeur et même des petites racines là, vous voyez ça c'est vraiment des toutes petites racines là qui tapissent le sol. Voilà, et donc ça veut dire qu'il y a quand même une connexion entre le haut et le bas et ça c'est positif. Si vous arrivez en bas vous avez 0 racine alors que vous avez sur place des plantes qui sont quand même puissantes là. C'est qu'il y a un problème de connexion entre les horizons et vous avez quelque chose qui empêche les racines d'aller en bas. Alors ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un endroit très compacté, tellement compacté que en fait les racines ne peuvent pas le traverser? Est-ce que le fond est complètement noyé sous l'eau et du coup les racines n'ont pas du tout envie d'y aller? C'est bien de savoir identifier pourquoi les racines ne sont pas allées en profondeur pour pouvoir ensuite le corriger. Ensuite, dans les différents éléments de connexion, vous avez les galeries de vers de terre. Il y a un petit trou, enfin un trou qui est relativement gros. Ça, c'est une galerie de vers de terre et vous voyez dedans, il y a une racine. Et donc ça, c'est donc une racine qui a suivi une galerie de vers de terre, tout simplement parce que c'est plus facile pour une racine de suivre une galerie de vers de terre que de faire son propre chemin. Et en plus, les galeries de vers de terre sont tapissées d'un mucus qui est assez fertile et du coup, en plus, au passage, elles se nourrissent. Et donc jusque relativement en surface, voilà, donc là je la suis, la galerie de vers de terre, hop, elle continue là. Jusque relativement en surface, j'ai des galeries de vers de terre, mais j'en ai pas beaucoup. J'en ai quelques-unes, mais j'en ai pas beaucoup. Et d'ailleurs en creusant, en rafraîchissant le profil là, j'ai pas trouvé de vers de terre. Et donc là c'est une question qu'il faudra se poser, c'est pourquoi j'ai pas trouvé de vers de terre? Alors il y a quelques galeries, donc ça veut dire qu'il y en a quand même quelques-uns. Et ben avoir plus de vers de terre pour faire la porosité que le travail du sol ne fera pas, ça sera quand même un sacré atout. Et donc là je vous ai parlé tout à l'heure de cette zone qui était plus dure. Et donc en fait là on a une sorte de dalle qui est une dalle on va dire faite par les outils, hein, où là on a vraiment quelque chose qui est dur dans ce sens-là. Et là c'est vraiment difficile pour moi de rentrer le couteau, beaucoup plus. On a une zone qui est plus tassée et donc on est sur un sol qui est favorable. On est sur un sol relativement sableux, donc naturellement qui se tient quand même assez bien aux compactions, même s'il ne peut pas se décompacter tout seul, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on a un sol avec des cailloux, qui malgré tout un petit peu, qui retient un peu les tassements. Et donc on est sur quelque chose qui est, malgré le fait qu'il y ait un tassement, les racines en partie elles arrivent à traverser, elles s'en sortent pas trop mal. Si on était sur des limons fragiles de bord de rivière, un tassement comme ça peut vraiment être plus grave entre guillemets hein, du point de vue agronomique. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment quelque chose qui est tellement compacté que les racines elles n'arrivent plus à aller en profondeur et là c'est vraiment important d'agir. Ici on est dans une situation où j'aurais quand même envie d'agir, de faire quelque chose pour faire sauter cette semelle de labour, mais c'est beaucoup moins grave
du fait du type de sol dans lequel on est. Donc si on est sur quelque chose de localisé par un travail du sol, donc là en l'occurrence c'est probablement, donc je vous disais à partir d'ici ça va mieux, donc finalement on a une bande, voilà, qui fait quelques centimètres, 5, 6, 7 cm, qui est beaucoup plus compactée que le reste. Et c'est ce truc-là que, avant de me lancer en MSV, en non-travail du sol, il y a plusieurs choses que j'ai envie de faire. C'est d'abord faire sauter ça. Parce que si j'attends que la nature le fasse tout seul, ça va prendre du temps. Ça va prendre plusieurs années, voire des dizaines d'années. Et moi, j'ai envie de m'installer demain matin. Et du coup, faut que ça aille vite. C'est la première chose pour décompacter cette partie-là. Et ensuite, il y a cette partie-là qui est très soufflée, qui est très grumeleuse. Mais ça ne va pas durer. Si j'arrête de travailler le sol, ça va se reprendre. Et c'est là que j'ai besoin de ramener de la nourriture à vers de terre pour essayer de favoriser au maximum la biologie et maintenir cette zone-là très grumeleuse et un lit de semences, on va dire, très favorable. Sachant que les graminées ou les choses comme ça vont aussi aider fortement avec leur réseau de racines. Donc dans les outils qui existent, donc à cette profondeur-là, on va plutôt déjà être sur des fissurateurs sous-soleuses, etc. L'idée en gros, donc là c'est 40, donc en gros j'aurais envie de descendre à 45 cm de profondeur avec une dent. Donc on pourra vous montrer ça la semaine prochaine, les types de dents qui existent, etc. Mais en gros on est sur des dents qui vont permettre de casser cet horizon compacté sans bouleverser trop le sol et donc sans remonter trop de terre et sans brasser trop et sans tuer trop de vers de terre. Donc on a des outils qui font ça. C'est vraiment quelque chose d'important. Avant de vous installer en non-travail du sol, il faut vraiment vérifier que vous n'avez pas ces zones qui sont la trace d'un ancien labour qui a été fait dans des conditions difficiles, de passage de pneumatiques dans des conditions de récolte humides. Tout ça, il faut vraiment le regarder parce que une fois que vous êtes en place, c'est beaucoup plus compliqué qu'au démarrage. Ensuite, sur les sols qui sont les sols notamment limoneux, on peut avoir des horizons notamment de surface qui se reprennent en masse. Donc ça c'est quelque chose qui n'arrivera pas sur un sol sableux, mais sur des sols limoneux ou argileux, on a l'impression que le sol il s'est complètement compacté, mais dans toute sa masse. C'est pas juste un outil qui est passé et qui a fait qu'il y a un endroit qui est plus dur. C'est tout le sol, on a l'impression qu'il s'est fermé. Donc on dit que le sol il s'est repris en masse. Et c'est là, dans les démarrages d'un système, sur des sols repris en masse, que les apports importants de matière organique qui ont été enfouis peuvent devenir intéressants. C'est que dès le départ du système, en enfouissant des grosses quantités de matière organique, on va finalement créer une sorte de porosité artificielle par la matière organique, comme si on avait mélangé du terreau à de la terre. Ça rend la terre beaucoup plus légère quelque part. Et donc ça c'est intéressant. Et ensuite vous avez l'injection de racines avec les couverts végétaux qui sont efficaces mais qui ne sont pas forcément faciles à introduire dans le système. Un peu dans les problèmes classiques qu'on rencontre notamment au démarrage. Vous avez des phénomènes de battance ici qui ne s'observent pas trop parce qu'on est sur un sol assez sableux. L'idée c'est que vous avez la surface du sol qui va avec l'eau complètement se glacer et faire une croûte, et cette croûte là elle est complètement imperméable ensuite à l'eau, et vous avez l'eau qui rentre plus dans le sol. Donc ça s'appelle une croûte de battance sur sol limoneux en général et fragile avec peu de matière organique. Et c'est là que pour rattraper cette croûte, un scalpage peut être pertinent. Donc le scalpage c'est l'idée de travailler le sol mais uniquement sur une très petite profondeur, uniquement pour casser cette croûte là. Et ensuite tout de suite remettre une matière organique à un indice de stabilité très faible pour faire travailler les bactéries qui vont créer de la stabilité structurale. Du coup, si vous êtes dans un sol où vous avez des traces d'hydromorphie dont on a parlé tout à l'heure, le fond est humide et vous avez une nappe affleurante, machin, etc. C'est là que peut se justifier des techniques justement comme le butage, voire des choses plus demandeuses en moyens que peuvent être le drainage ou le fait de faire des fossés, bref, un aménagement de votre parcelle pour favoriser d'une manière ou d'une autre l'écoulement de l'eau. Voilà, et ça, il n'y a que le profil de sol qui vous permet de savoir si ces aménagements ils vont être vraiment indispensables ou si vous pourrez vous en passer. Donc je vous encourage vraiment à creuser au moins une fois dans vos parcelles pour les connaître et savoir un peu sur quel type de sol vous êtes. Vous n'avez pas le temps de creuser une fosse, vous avez le test du fer à béton
qui est simple et super efficace. C'est tout simplement de voir est-ce que le fer à béton il s'enfonce. Et voilà, donc ça s'enfonce, on va dire, relativement bien. Malgré les pierres, sur 20 cm. Et donc ça retrouve exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Et au bout de 20 cm, voilà. Là on tombe sur quelque chose de vraiment dur. Et là j'arrive vraiment plus du tout à m'enfoncer. Et donc on se dit tiens, là j'ai une semelle et qui se retrouve avec cet outil super simple. Et vous allez faire des trous dans vos parcelles et vous allez tout de suite voir si ça bute ou si au contraire vous vous enfoncez comme dans du beurre jusqu'au bout, quoi.